Ce soir-là où son archer a trahi son geste devant 800 inconnus, il lui restait 2 000 € d'économie et un studio vide qui l'attendait à Lyon. Son chien somnolait sur le canapé. Il a relevé la tête dès qu'elle a franchi la porte, comme s'il devinait déjà que rien ne serait plus pareil. On lui a légué un commerce poussiéreux, 18 000 € de dettes et le souvenir glacial d'une grand-mère qu'elle n'avait vue qu'une fois. Une bâtisse à l'abandon et des dettes aurait tranché n'importe qui d'autre. Une affaire pour notaire, rien de plus. Mais sous ce plancher que personne ne voulait fouiller, son chien a flairé un secret qu'elle ne soupçonnait pas encore. Et ce qu'elle a découvert dans cette cave oubliée a bouleversé le destin de 2 familles à la fois, pas seulement la sienne. Si vous avez déjà porté seul un poids que personne d'autre ne voyait, cette histoire vous est destinée. Regardez jusqu'au bout, abonnez-vous et confiez-moi en commentaire. Quel secret de famille continue de vous hanter aujourd'hui? Environ 175 sloves. La dernière mesure du concerto de Brahms mourait sous l'archet de Marie-Claire quand elle sentit que quelque chose clochait. Une résistance légère n'a presque rien sous ses doigts. Le crin ne glissait plus comme d'habitude sur les cordes. Elle continua. 26 ans de discipline ne s'effacent pas pour un frottement suspect. La salle du théâtre antique respirait à peine. 800 spectateurs suspendus à une note. Marie-Claire ferma les yeux une seconde, chercha le son pur qu'elle connaissait par cœur. Il sortit terne, fêlé, comme une voix enrhumée. Bernard Laurin, le chef d'orchestre, tourna la tête vers elle sans interrompre son geste. Un froncement de sourcils suffit à faire comprendre à tout l'orchestre de Provence qu'un problème venait d'éclater sous les projecteurs. Elle termina le mouvement. L'applaudissement fut poli, pas plus. Dans les coulisses, Laurin l'attendait déjà, les bras croisés. « Vous appelez ça un professionnalisme, mademoiselle Dubois ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle rangeait son violon avec des gestes lents, précis, pour ne pas laisser voir ses mains trembler. « Mon archet avait un problème, Bernard. »« Votre archet ?»« Bien sûr. » Il secoua la tête et s'éloigna sans attendre d'explication. Dans la loge, sous la lumière crue d'une ampoule nue, elle examina l'archet de plus près. Une pellicule grasse recouvrait le crin, à l'endroit exact où sa main le tenait. De la colophane trafiquée. Pas un accident. Véronique Astier, la première violon, passa la tête par la porte entr'ouverte. « Ça va, Marie-Claire » Le ton était doux. Trop doux, peut-être. Marie-Claire la regarda sans rien dire. Véronique avait toujours convoité le poste de soliste. Elle avait aussi, ce soir-là, une excuse toute prête pour être arrivée en retard à l'accord des instruments. Marie-Claire ne l'accusa pas. Elle rangea l'archet dans un sac plastique, le glissa dans son étui et sortit dans la nuit lyonnaise. Elle avait appris, très jeune, à ne jamais accuser sans preuve. À 12 ans, un accident de voiture lui avait pris ses parents en une soirée de novembre semblable à celle-ci. Pluie fine, route glissante. Elle se souvenait surtout du silence qui avait suivi, les adultes qui parlaient à voix basse devant elle comme si le chagrin se chuchotait. Une famille d'accueil l'avait recueillie, correcte sans être chaleureuse, et le violon était devenu, dans cette maison étrangère, le seul endroit où elle se sentait chez elle. Elle avait construit sa vie entière sur la précision. Chaque note à sa place, chaque doigté répété jusqu'à l'automatisme, comme si la maîtrise absolue de son instrument pouvait compenser tout ce qu'elle ne contrôlait pas ailleurs. Les autres musiciens la trouvaient froide, parfois cassante. Elle savait qu'ils n'avaient pas tort, sans savoir comment devenir autrement. La pluie tombait fine, presque silencieuse, sur les pavés du Vieux-Lyon. Son studio l'attendait, froid et vide, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Un seul être vivant l'accueillit ce soir-là. Mozart, un golden retriever de 4 ans, qui posa sa tête sur son genou dès qu'elle s'assit sur le canapé. Elle caressa les oreilles du chien sans un mot. Dehors, une gouttière fuyait quelque part, un tambourinage régulier contre le zinc. Mozart soupira, un long soupir de chien qui comprend sans savoir pourquoi. Le lendemain matin, une enveloppe l'attendait dans sa boîte aux lettres, coincée entre une facture et un prospectus. Papier épais, cachet officiel, études Morel et associés,
Saint-Rémy de Provence. Elle l'ouvrit debout dans l'entrée, encore en peignoir. Le notaire l'informait du décès d'Éliane Deschamps, survenu 3 semaines plus tôt. Sa grand-mère. Elle était convoquée pour la lecture du testament. Marie-Claire relut la lettre 2 fois. Elle n'avait vu cette femme qu'une seule fois dans sa vie, à 8 ans, lors d'une visite brève et glaciale organisée par sa famille d'accueil. Une femme en noir, des mains sèches, un regard qui ne s'attardait jamais. Elle lui avait tendu un carré de chocolat sans sourire, puis était repartie avant le dîner. Mozart posa une patte sur son pied, comme pour la ramener au présent. Elle plia la lettre, la glissa dans la poche de son peignoir, et regarda par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber sur Lyon. Le train pour la Provence partait le surlendemain. Elle n'avait presque rien à préparer. Une valise, son violon, et un chien qui refusait de la quitter des yeux. Elle songea, en bouclant sa valise, qu'elle n'avait jamais demandé d'aide à personne depuis la mort de ses parents. Demander, c'était admettre une faiblesse. Et les faiblesses, dans son métier comme dans sa vie, se payaient de cher. Elle ignorait encore que ce voyage allait mettre cette conviction à rude épreuve, plus qu'aucun concert ne l'avait fait. Le TGV traversa la France du nord au sud en un peu plus de 3 heures. Marie-Claire regarda défiler les paysages par la vitre. Les collines du Beaujolais cédant peu à peu la place à des champs plus secs, puis à des rangées de cyprès qui annonçaient le midi. Mozart, couché dans son sac de transport sous le siège, poussait parfois un soupir sonore, comme pour rappeler sa présence. À Avignon, elle prit un car qui la mena jusqu'à Saint-Rémy de Provence, sur une route bordée de champs d'oliviers gris-vert. L'air, quand elle descendit du véhicule sur la place principale, portait une odeur qu'elle ne connaissait pas de Lyon. Un mélange de poussière chaude, de lavande et de résine de pin. Les cigales chantaient sans discontinuer, un bruit de fond si constant qu'il en devenait presque silencieux, une texture sonore plutôt qu'un son. Des platanes centenaires ombrageaient à la place, leurs troncs se tachetaient d'écorce grise et beige. Devant un café, 2 hommes âgés jouaient à la pétanque sur un terrain de gravier, le claquement des boules résonnant contre les façades ocre. Elle trouva l'hôtel réservé pour la nuit, une bâtisse ancienne aux volets bleu passé, tenue par un couple qui ne posa aucune question sur les raisons de sa visite. Mozart, libéré de son sac, explora la chambre avec méfiance avant de se coucher enfin devant la porte, comme s'il montait déjà la garde d'un lieu qu'il ne connaissait pas encore. Marie-Claire s'endormit tard, l'oreille tendue vers des bruits nouveaux, le grincement d'un volet mal fixé, le passage lointain d'une mobilette, les cloches de l'église qui sonnèrent les heures avec une régularité presque apaisante. Elle pensa, avant de sombrer, que cette ville ignorait tout d'elle, et qu'elle-même ignorait presque tout de cette ville, où sa grand-mère avait vécu et était morte. L'étude de Justine Moreau sentait le café froid et le papier vieilli. Des dossiers s'empilèrent sur chaque surface disponible, comme si le temps manquait toujours dans ce bureau. Justine elle-même paraissait tendue, malgré son tailleur impeccable et ses cheveux tirés en un chignon strict. Un ventilateur tournait au plafond, brassant l'air chaud sans vraiment le rafraîchir. Par la fenêtre entr'ouverte montèrent les bruits ordinaires de la place. Le raclement d'une chaise de café, une conversation en provençal entre 2 femmes qui passaient, le rire bref d'un enfant. Justine referma un dossier avant d'en ouvrir un autre, cherchant visiblement les bons documents parmi la pile qui encombrait son bureau. Madame Deschamps laisse peu de biens liquides, mademoiselle Dubois. Le fonds de commerce accumule 18 000 € de dettes. Elle marqua une pause, tapota le dossier du bout des doigts. Mais elle vous laisse également tout son contenu. Tout son contenu. Le local, ses meubles, ses outils et les instruments. Justine répéta le mot « instrument » avec une insistance légère, presque imperceptible comme quelqu'un qui goûte un aliment pour vérifier qu'il n'a pas tourné. Marie-Claire posa ses mains sur ses genoux. Combien d'instruments? Je ne saurais dire précisément. Le prêt sur gage accumule des objets non réclamés depuis des décennies. Justine se pencha en avant. Ah, vous devriez faire un inventaire complet avant toute décision. Je peux vous y aider si vous le souhaitez. L'offre semblait généreuse. Marie-Claire hocha la tête sans s'engager. Quelque chose dans l'empressement de la notaire la rendait prudente, sans qu'elle puisse dire pourquoi. La rue du Parage grimpait en pente douce vers le centre du village, bordée de façades ocre écaillées par le soleil. Au numéro 12 se dressait Maison des Champs,
Un bâtiment étroit de 3 étages, la vitrine protégée par une grille de fer forgé noirci. La clé tourna difficilement dans la serrure. Un carillon tinta au-dessus de la porte, un son grêle qui semblait n'avoir servi à personne depuis des années. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout d'une couche épaisse comme un doigt replié. Des violons pendaient à des crochets, des archets s'entassaient dans des tiroirs mal fermés. Un violoncelle gisait sans étui contre le mur du fond. Des montres arrêtées depuis longtemps couvraient une vitrine entière, leurs aiguilles figées chacune à une heure différente. Des bagues ternies, des chaînes en or fatiguées, des objets sans valeur apparente que quelqu'un, un jour, avait jugés assez précieux pour les mettre en gage, plutôt que de s'en séparer tout à fait. Sur le comptoir, un vieux registre relié de cuir listait des noms et des dates à l'encre pâlie, certains remontant aux années 50. Marie-Claire tourna quelques pages du bout des doigts, découvrant une écriture serrée, appliquée, qui devait être celle de sa grand-mère dans sa jeunesse. L'air sentait le renfermer, et sous cette odeur, quelque chose d'autre. De l'encens, peut-être? Ou du vieux papier brûlé? Mozart entra le premier, truffe au sol, la queue basse. Il traversa la boutique sans hésiter, poussa la porte entrebâillée qui menait à l'arrière, puis s'arrêta net. Il ne voulut pas franchir le seuil. Marie-Claire l'appela doucement. Le chien gémit, recula d'un pas, le poil hérissé sur l'échine. Il fixait un point précis du mur du fond, comme si quelque chose s'y cachait, invisible à l'œil humain. Elle s'approcha du mur. Rien qu'un vieux lambris de bois sombre, fendillé par endroits. Elle passa la main dessus. Le bois était froid, plus froid que le reste de la pièce. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent 6 heures. Le son se répercuta dans les rues étroites, se mêlant au bruit des volets qu'on refermait pour la sieste qui s'achevait. Marie-Claire referma la porte de la boutique et resta un moment sur le trottoir, sa main encore posée sur la grille froide. Mozart s'assit à côté d'elle, dos raide, regard fixé sur la vitrine sombre. La première nuit, Marie-Claire dormit dans l'appartement au-dessus de la boutique, sur un lit étroit qui sentait la naphtaline. Des photographies encadrées couvraient encore les murs de la chambre. Un mariage en noir et blanc, un homme en costume sombre au sourire timide, une femme en robe claire qui devait être Éliane jeune, le regard déjà grave malgré l'occasion heureuse. Aucune photographie d'enfant, remarqua Marie-Claire. Son propre père, le fils d'Éliane, semblait absent de cette mémoire murale, comme si quelque chose s'était rompu entre les générations bien avant sa propre naissance. Le silence du village différait de celui de Lyon. Pas de circulation, pas de voisins. Seulement le vent dans les platanes, et de temps en temps un volet qui claquait quelque part. Elle se réveilla vers 2 heures du matin au bruit d'un grattement régulier. Mozart, couché près de la porte, creusait le plancher avec ses griffes, toujours au même endroit, une lame de parquet légèrement disjointe. « Mozart, arrête !» Le chien ne l'écouta pas. Il grattait avec une détermination tranquille, sans aboyer, sans s'énerver. Juste cette insistance calme qui, chez lui, signifiait toujours quelque chose. Elle descendit s'agenouiller près de lui. La lame de parquet bougeait sous la pression de ses doigts. Elle la souleva. Dessous, un espace vide, et le sommet d'un escalier de pierre qui plongeait dans le noir. Le froid montait du trou comme d'une cave. Elle alluma la lampe de son téléphone et descendit, une marche après l'autre, Mozart collé à ses jambes. L'escalier menait à une cave voûtée, plafond en berceau, pierre taillée. Le style ne trompait pas. 18e siècle, peut-être plus ancien encore. L'air y était sec, presque froid, sans l'humidité qu'on attendrait d'un sous-sol provençal. L'air sentait la pierre froide et quelque chose de plus subtil, une trace de cire d'abeille et de bois ancien, comme si le temps lui-même s'était figé entre ces murs depuis la dernière visite. Ses pas résonnaient légèrement sur les dalles usées, polies par des générations de semelles avant les siennes. 12 violons reposaient sur des étagères de bois, chacun dans son étui, alignés avec un soin méticuleux. 3 altos, 2 violoncelles debout contre le mur. Rien de désordonné ici, contrairement au chaos de la boutique au-dessus. Quelqu'un avait rangé cette collection avec un respect presque religieux, puis l'avait laissé dormir sous des décennies de poussière. Marie-Claire s'accroupit devant le premier étui. Le cuir craquait sous ses doigts,
sec et fendillé par endroits, comme une vieille reliure abandonnée. Un violon ordinaire, sans ornement, verni d'un brun profond patiné par le temps. Elle allait refermer l'étui quand Mozart se mit à aboyer. Il n'avait jamais aboyé ainsi depuis qu'elle le connaissait. Un aboiement grave, insistant, dirigé droit vers l'instrument. Elle referma le couvercle. Mozart aboya plus fort, gratta l'étui du bout de la patte, refusa de la laisser tranquille. « D'accord, d'accord. » Elle rouvrit l'étui. En examinant le fond, elle remarqua une irrégularité, une planche à peine plus épaisse que les autres, un interstice fin comme un cheveu. Elle glissa un ongle dans la fente. Le double fond céda avec un petit bruit sec, révélant une cavité peu profonde. Une enveloppe jaunie reposait dedans, le papier cassant, presque transparent au coin. Une écriture à l'encre noire, en allemand, couvrait le recto. Un seau de cire rouge, brisé depuis longtemps, marquait le rabat. Mozart cessa d'aboyer. Il s'assit à côté d'elle, immobile, comme s'il attendait qu'elle comprenne quelque chose qu'il savait déjà. Marie-Claire tint l'enveloppe à la lumière de son téléphone. Elle ne lisait pas l'allemand. Mais elle savait reconnaître une chose. Ce papier n'avait pas été touché depuis des dizaines d'années, et sa grand-mère l'avait caché avec un soin qui n'avait rien d'anodin. Elle remonta l'escalier, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, Mozart sur ses talons. Un homme attendait devant la boutique le lendemain matin, appuyé contre une voiture noire aux vitres teintées. Costume 3 pièces, cheveux gris coiffés en arrière, bouton de manchette en or qui accrochait la lumière. Il se présenta comme Claude Ferrand, collectionneur venu de Paris. « Toutes mes condoléances pour votre grand-mère. » Sa voix portait une politesse ancienne, presque désuète. Une femme remarquable. Je la connaissais un peu, par le métier. Marie-Claire nota qu'il savait déjà où trouver la boutique et qu'il connaissait le prénom de sa grand-mère sans qu'elle le lui ait dit. « Je serai direct, mademoiselle Dubois. » Il sortit un chéquier de la poche intérieure de sa veste. 50 000 €. Pour l'ensemble de l'inventaire, sans inventaire détaillé. Vous n'aurez rien à faire. 50 000 € pour le contenu poussiéreux d'un prêteur sur gage provincial. La somme ne correspondait à rien de raisonnable. Marie-Claire sentit un signal d'alarme se déclencher, quelque part sous ses côtes, sans savoir encore pourquoi. « Je dois réfléchir. » Ferrand sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Vous savez ce que disait Balzac, mademoiselle. Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime oublié. » Il laissa la phrase flotter un instant. « Je ne collectionne pas des objets. Je collectionne ce que les autres ont oublié, ou préfèrent oublier. C'est un métier plus honnête qu'il n'y paraît. » Il tendit une carte de visite, épaisse, gravée. « Quand vous changerez d'avis. » Il monta dans sa voiture sans attendre de réponse et disparut au bout de la rue. Mozart, resté silencieux pendant tout l'échange, regarda la voiture s'éloigner, oreille dressée. Marie-Claire apporta l'enveloppe à Justine Moreau dans l'après-midi. La notaire ajusta ses lunettes, examina le document avec une attention qui semblait dépasser la simple curiosité professionnelle. C'est de l'allemand d'avant-guerre. Elle traduisit lentement, à voix basse, comme si les mots eux-mêmes pesaient de lourd. À la famille Goldstein, avec mes regrets éternels. Édit 1944. Ses mains, remarqua Marie-Claire, ne tremblaient de pas en tenant le papier, mais sa voix, elle, avait perdu son assurance habituelle, hésitant sur certains mots comme si la traduction elle-même lui coûtait un effort. Le silence qui suivit dura longtemps. Justine reposa l'enveloppe sur son bureau avec précaution, comme si elle pouvait encore se briser. « Vous devriez me laisser garder ce document en lieu sûr. Mon coffre est sécurisé. » Marie-Claire tendit la main et reprit l'enveloppe. « Je préfère la garder avec moi pour l'instant. » Justine ne protesta pas, mais quelque chose passa dans son regard, vite réprimé. Ses doigts se mirent à tapoter le bord du bureau, un rythme nerveux qu'elle sembla remarquer elle-même, car elle arrêta net. « Comme vous voudrez. » Sa voix avait retrouvé son calme professionnel, mais un ton trop léger pour être naturel. En sortant de l'étude, Marie-Claire glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de sa veste, contre sa poitrine. Mozart marchait à côté d'elle, plus près que d'habitude, son épaule frôlant sa jambe à chaque pas.
Justine proposa son aide pour les recherches, prétextant des contacts aux archives départementales de Marseille. Marie-Claire accepta, faute de mieux, sans se douter que cette aide servirait 2 maîtres à la fois. Les archives départementales occupaient un bâtiment moderne à la sortie de Marseille, tout en verre et béton, contrastant avec les documents centenaires qui l'abritaient. Un archiviste nommé Monsieur Faure, un homme maigre aux gants blancs impeccables, les guida vers une salle de lecture silencieuse où la lumière tombait, filtrée, sur de longues tables de bois clair. Il fallut 2 jours de recherche croisées, feuilletant des registres de spoliation, des inventaires de biens juifs confisqués sous l'occupation, des correspondances entre préfectures. Marie-Claire apprit à lire ces documents avec une attention qu'elle réservait d'ordinaire à une partition, cherchant le moindre indice dans une écriture administrative sèche et impersonnelle. Le nom Goldstein les mena, le 2e après-midi, à un document remarquable. Le certificat d'assurance d'un violon Stradivarius de 1715, surnommé le Provençal, propriété de la famille Goldstein de Strasbourg. Valeur estimée 2 à 3 millions d'euros. Une photographie noir et blanc, jointe au dossier, montrait un homme en costume 3 pièces tenant l'instrument, une femme et 2 enfants souriant à ses côtés devant la façade d'une maison bourgeoise. Marie-Claire fixa longtemps cette photographie. Les visages, figés dans un instant de bonheur ordinaire, ne savaient pas encore ce que l'histoire leur réservait. L'histoire qui accompagnait ce certificat glaçait le sang. En juillet 1944, lors d'une rafle à Strasbourg, la famille Goldstein avait été déportée vers Auschwitz. Leurs biens, y compris ce violon exceptionnel, avaient disparu dans le chaos de l'occupation. Marie-Claire relut la date de l'enveloppe. 1944. La même année. Votre grand-mère a peut-être acheté ce violon volé. Justine articula la phrase avec précaution, comme on marche sur de la glace fine. Ou pire. Le mot collaborationniste ne fut pas prononcé, mais il flottait entre elles, aussi lourd qu'une pierre. Elle remarqua, ce jour-là, qu'une même camionnette grise stationnait depuis le matin non loin de la boutique. Un homme au volant qui ne semblait attendre personne en particulier. Quand elle s'approcha pour mieux voir, le véhicule démarra et s'éloigna sans hâte, comme si son conducteur avait tout son temps. Au marché, en fin d'après-midi, Simone lui glissa à l'oreille qu'un inconnu avait posé des questions sur elle à l'épicerie. La veille, se présentant comme un journaliste intéressé par l'histoire de la boutique. Personne au village ne l'avait revu depuis. Ferrand lui-même s'était arrêté à la boulangerie ce matin-là, achetant une baguette qu'il ne mangea pas, posant des questions détournées sur la charmante héritière et son inventaire. Simone lui avait répondu avec une politesse glaciale, ne livrant aucune information, et l'avait regardé remonter dans sa voiture sans un sourire de courtoisie. Cet homme sent le malheur des autres comme un chien sent la peur, avait-elle confié à Marie-Claire plus tard, en essuyant le comptoir avec des gestes plus vifs qu'à l'accoutumée. Il ne collectionne pas des violons, il collectionne des vies brisées qu'il peut acheter à bas prix. Cette nuit-là, en fermant les volets de l'appartement, Marie-Claire aperçut une silhouette immobile de l'autre côté de la rue, sous un platane. L'homme, si c'en était un, ne bougeait pas, ne semblait rien faire d'autre qu'observer la boutique. Quand elle cligna des yeux, il avait disparu dans une ruelle adjacente. Mozart s'était levé, museau tourné vers la fenêtre, un grondement bas dans la gorge. Le téléphone sonna à 11 heures passées. Une voix déformée par un dispositif électronique, sans accent identifiable. « Ce violon ne vous appartient pas. Rendez-le avant qu'il ne soit trop tard. » La ligne coupa avant qu'elle puisse répondre. Marie-Claire resta un long moment immobile, le téléphone encore contre l'oreille, écoutant la tonalité vide. Le lendemain matin, elle se rendit à la gendarmerie du village pour signaler l'appel. Un gendarme jeune, visiblement peu habitué à ce genre de dossier, nota ses déclarations avec une lenteur appliquée, sans grande conviction. Un appel anonyme, sans menace physique directe, résuma-t-il en refermant son carnet. Difficile d'ouvrir une enquête sur si peu d'éléments, mademoiselle. Revenez nous voir si la situation s'aggrave. Elle sortit du poste avec l'impression désagréable que la loi, ici, n'interviendrait qu'après le mal fait, jamais avant. Mozart l'attendait sur les marches, assis bien droit, comme s'il avait deviné que cette visite ne mènerait à rien d'utile. Elle vérifia les verrous de la porte, 2 fois plutôt qu'une. Mozart resta éveillé toute la nuit, couché en travers du seuil de la chambre, les oreilles dressées au moindre craquement de la maison.
Marie-Claire décida de mettre le Stradivarius à l'abri chez Simone Brunel, la boulangère de la place, la seule personne du village à l'avoir accueilli sans arrière-pensée depuis son arrivée. Simone avait 68 ans, des mains toujours farinées et un regard qui semblait tout comprendre avant qu'on ait fini de parler. Le plan tenait en peu de mots. Récupérer les derniers documents de la cave, confier le violon à Simone, revenir avant l'aube. Simple, en théorie. Elle arriva à la boutique un peu avant minuit. Le carillon tinta au-dessus de la porte, plus fort dans le silence nocturne qu'en plein jour. Elle s'immobilisa sur le seuil. 2 silhouettes se tenaient déjà à l'intérieur, cagoulées, immobiles dans l'obscurité de la boutique. Elle recula d'instinct. Trop tard. L'un des 2 hommes s'avança vers elle, une main tendue. Mozart bondit de derrière son mollet, jaillissant de l'ombre comme une flèche, et referma ses mâchoires sur la jambe de l'assaillant. L'homme hurla, un cri aigu qui déchira le silence de la rue. Un objet métallique tomba de sa main et glissa sur les pavés. Un pistolet. Marie-Claire ne réfléchit pas. Elle courut, l'enveloppe et le violon serrés contre elle, dévalant la rue du Parage vers la place du village. Derrière elle, une voix cria à l'autre homme. « Ferrand ne paiera pas si on rentre les mains vides !» Elle courut encore, le souffle court, le cœur battant contre ses côtes comme un poing qui cogne une porte. Mozart courait à ses côtés, ne la quittant jamais de plus d'1 mètre. La porte de la boulangerie de Simone s'ouvrit avant même qu'elle frappe. La vieille femme se tenait là, en robe de chambre, comme si elle avait attendu toute la nuit. « Entre, vite !» Elle referma la porte à double tour derrière eux, tira les rideaux de la vitrine. L'odeur du pain de la veille flottait encore dans la pièce, chaude et rassurante après la course dans le froid nocturne. Marie-Claire s'assit sur une chaise de la petite cuisine, tremblante, le violon posé sur ses genoux comme un enfant qu'on protège. Simone lui tendit un verre d'eau, puis s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table. « Oh, ta grand-mère n'était pas une mauvaise femme !» Sa voix était basse, posée. Elle portait un poids terrible, depuis très longtemps. Marie-Claire leva les yeux vers elle sans poser de questions. Elle attendit comme Mozart attendait parfois, patient et immobile, sachant que la vérité viendrait à son heure. Le lendemain, Marie-Claire retourna à l'étude pour déposer une plainte officielle concernant l'agression de la veille. Justine l'accueillit avec une agitation inhabituelle, ses mains rangeant et dérangeant les mêmes papiers sans raison. Un cendrier traînait sur le coin du bureau, 3 mégots écrasés, une marque de cigarette que Marie-Claire reconnut aussitôt. La même odeur âcre qu'elle avait sentie sur le manteau de l'homme cagoulé, la veille, quand il s'était penché trop près d'elle dans l'obscurité de la boutique. « Vous fumez, Justine ?» La question posée sans emphase fit blêmir la notaire. Elle reposa son stylo, croisa les mains devant elle et pendant un long moment ne dit rien. « Ils ont eu ma fille. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Ah bah, elle est malade, Marie-Claire. Une maladie rare. Un traitement en Suisse que je ne peux plus payer depuis 2 ans. Ferrand a proposé de l'argent, juste pour des informations. Je ne voulais pas de violence, je le jure. Vous lui avez tout dit. Le violon, le journal, l'enveloppe. Une commission, rien de plus. » Justine baissa les yeux. « Je n'ai jamais pensé qu'il enverrait des hommes armés. » Mozart, resté près de la porte, se mit à gronder, un son sourd venu du fond de la gorge. Marie-Claire suivit son regard. Un tiroir du bureau, entrouvert d'1 centimètre, laissait voir la crosse noire d'un pistolet paralysant. Elle recula vers la porte sans quitter Justine des yeux. « Je ne peux plus vous faire confiance. » « Marie-Claire, attendez. » Elle ne l'écouta pas. Dehors, l'air frais de la place lui parut presque irrespirable, tant sa poitrine restait serrée. Les autorités, les institutions, les gens en costume derrière des bureaux impeccables. Plus aucun d'entre eux ne méritait sa confiance. Restaient les visages du village. Simone, le docteur Arnaud, Henri le forgeron. Des gens simples, ancrés dans une terre qu'ils connaissaient depuis toujours. Simone se leva, mit de l'eau à chauffer sur la gazinière sans se presser. Le sifflement de la bouilloire remplit le silence pendant qu'elle cherchait ses mots. « Mon père a caché des familles pendant la guerre. Dans le grenier, au-dessus du fournil. » Elle posa 2 tasses sur la table. «
Il ne parlait jamais de cette époque, mais il connaissait ta grand-mère. Ils se croisaient, parfois, sans jamais rien se dire de précis. Une sorte de compréhension muette entre gens qui avaient revu des choses. Vous savez ce qu'elle a fait? Je sais qu'elle portait quelque chose de lourd. Un secret qui la vieillissait plus vite que les années. Simone versa le thé, ses gestes lents et mesurés. Les gens qui n'ont rien à cacher ne baissent pas les yeux comme elle le faisait, chaque fois qu'on prononçait le mot guerre. Mozart s'était couché sous la table, le museau posé sur les pièces de Marie-Claire, comme pour la garder ancrée au sol pendant que le monde tanguait autour d'elle. Elle repensa, dans le silence qui suivit, à ses années lyonnaises, à son studio vide où seul un chien l'attendait chaque soir, à cette solitude qu'elle avait longtemps confondue avec de l'indépendance. Ici, dans cette cuisine qui sentait la farine et le thé chaud, une inconnue de la veille venait de lui ouvrir sa porte au milieu de la nuit sans poser de questions. Elle ne savait pas encore comment nommer ce qu'elle ressentait, mais ce n'était plus tout à fait de la solitude. Elles restèrent ainsi jusqu'à l'aube sans dormir, la lumière de la cuisine seule contre la nuit provençale. Vers 5 heures, Simone se leva pour préparer sa fournée du matin. Marie-Claire l'observa pétrir la pâte avec des gestes qu'elle devait répéter depuis 40 ans, précis et rassurants dans leur régularité. « Tu ne peux plus rester seule dans cette maison, » dit Simone sans se retourner. « Le village va s'occuper de toi, que tu le veuilles ou non. » Au matin, la nouvelle avait déjà fait le tour de la place. Le docteur Arnaud, un homme rond aux lunettes rondes, vint prendre des nouvelles avant même l'ouverture de son cabinet. Henri, le forgeron, arriva peu après avec 2 verrous supplémentaires pour la porte de la boutique. « On va monter la garde !» annonça Henri sans autre forme de discours. « À tour de rôle, la nuit surtout. » Marie-Claire voulut protester, dire qu'elle ne voulait déranger personne. Simone la coupa d'un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Ici, on ne laisse personne seul face à un danger. C'est comme ça depuis toujours. Ce soir-là, Simone insista pour que Marie-Claire dîne chez elle plutôt que seule dans l'appartement au-dessus de la boutique. La table de la cuisine se couvrit d'une soupe au pistou, de pain de la veille réchauffé au four, d'un fromage de chèvre local que le docteur Arnaud avait apporté en arrivant, une bouteille de rosé sous le bras. « Mon père a soigné la moitié du village pendant 40 ans, » raconta Arnaud en servant le vin. « Moi, je continue, avec moins de patients et plus de paperasse. » Il rit, un rire bref, sincère. « Il a soigné votre grand-mère aussi, vous savez, jusqu'à la fin. Il disait qu'elle portait quelque chose de lourd, sans jamais savoir quoi précisément. Un chagrin ancien, disait-il, de ceux qui ne guérissent jamais tout à fait. » Henri, arrivé plus tard, les mains encore noires de suie de sa forge, s'assit sans façon et se servit une large portion de soupe. On ne pose pas de questions sur le passé des gens ici. On regarde comment ils traitent leurs voisins aujourd'hui. Votre grand-mère payait toujours ses factures à l'heure, et elle donnait discrètement aux familles en difficulté, l'hiver. Ça compte pour nous. Marie-Claire écouta ces fragments épars, ces morceaux d'une femme qu'elle n'avait jamais connue autrement que froide et distante lors d'une unique visite d'enfance. Le portrait qui se dessinait peu à peu était plus complexe, plus humain, ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Après le repas, alors que la nuit tombait sur la place et que les joueurs de pétanque rangeaient leurs boules sous les platanes, Simone posa sa main sur celle de Marie-Claire, un geste bref, sans emphase. « Tu n'es pas obligé de porter ça seule. C'est ce que ta grand-mère n'a jamais compris. » Le silence protège pendant un temps, puis il finit par vous ronger de l'intérieur. Ce jour-là, en rangeant les documents dans l'étui du Stradivarius, Marie-Claire découvrit un renflement suspect dans la doublure de soie, sous le coussinet qui protégeait le manche. Elle glissa un ongle sous le tissu et sentit du papier, plusieurs feuillets pliés serrés. Un carnet? La couverture de cuir avait pris la forme du violon contre lequel il avait reposé pendant des décennies. À l'intérieur, une écriture fine, régulière, datée de 1944 à 1962. Le journal d'Éliane Deschamps. Elle lut le journal le soir même, à la lumière d'une lampe à huile que Simone avait retrouvée dans une armoire, pour économiser l'électricité et se sentir plus proche du temps où ces mots avaient été écrits. La première page datait de novembre 1944. L'écriture d'Éliane, alors âgée de 24 ans, tremblait par endroits, comme si la main peinait à suivre les pensées.
Jacques a été arrêté. La Gestapo le détient à Marseille. On dit qu'ils fusillent les résistants après 3 semaines d'interrogatoire. Il m'en reste 10. Les pages suivantes racontaient les démarches désespérées d'une jeune femme seule dans une France occupée. Des appels ignorés, des portes fermées, des intermédiaires qui exigèrent des sommes impossibles. Puis, datée du 3 décembre 1944, une entrée plus longue que les autres. Un officier allemand est venu à la boutique aujourd'hui. Von Reindel. Il a apporté un violon dans un étui simple, sans marque distinctive. Il en demandait 50 000 francs. J'ai compris, en le regardant, qu'il savait que je paierais n'importe quel prix. Il a dit un mot en partant. Strasbourg. Rien de plus. Je n'ai pas posé de questions. J'avais besoin de cet argent pour Jacques. Que Dieu me pardonne ce que je viens de faire. Marie-Claire ferma les yeux un instant, et la scène se dessina presque malgré elle, portée par les mots secs du journal. La boutique en 1944, volet mi-clos contre le froid de décembre, une jeune femme de 24 ans derrière le comptoir, les mains gercées par le manque de charbon. La porte qui s'ouvre, le carillon qui teinte, un officier en uniforme gris-vert qui entre sans un bonjour, un étui de violon sous le bras. Il pose l'étui sur le comptoir sans un mot, l'ouvre. Le violon, simple, sans ornement, repose sur le velours. Il énonce un prix, en français hésitant, 50 000 francs. Eliane regarde l'instrument, puis l'homme, puis ses propres mains posées sur le bois du comptoir. Ces mêmes mains qui ne reverront peut-être jamais celles de son mari si elle ne trouve pas cet argent avant 3 semaines. L'officier attend, impatient, jette un regard vers la fenêtre comme s'il craignait d'être vu. Il prononce un seul mot avant de sortir, presque un aveu qu'il ne voulait pas faire. Strasbourg. Puis il s'en va et Eliane reste seule dans la boutique, l'instrument entre les mains, sachant déjà, sans qu'on le lui dise, d'où il venait vraiment. Marie-Claire rouvrit les yeux. La cuisine de Simone, la lampe à huile, le présent reprirent leur place. Mais quelque chose de cette scène imaginée resterait désormais gravé en elle, aussi réel que si elle l'avait vécu. Jacques était sorti de prison 12 jours plus tard, amaigri, le corps marqué, mais vivant. Eliane ne racontait jamais à son mari d'où venait l'argent. Il ne demanda jamais. Peut-être savait-il. Peut-être préférait-il ne pas savoir. Les pages suivantes, écrites sur des années, révélèrent une femme rongée par une culpabilité qu'elle ne pouvait partager avec personne. En 1951, elle avait entrepris ses premières recherches sur la famille Goldstein de Strasbourg, écrivant à des associations, à des archives, sans jamais aboutir. En 1962, la dernière entrée du carnet se terminait ainsi. On me dit que la famille entière a péri à Auschwitz. Je porterai ce violon et ce péché jusqu'à ma mort. Il n'existe aucune façon de rendre à des morts ce qu'on leur a pris. Je garde le violon caché. Le vendre serait profiter 2 fois du même crime. Une page antérieure, datée de 1942, racontait dans un style plus léger le mariage d'Eliane avec Jacques Deschamps, célébré discrètement à la mairie un matin de mars, sans fleurs ni banquet, la France entière retenant son souffle sous l'occupation. Jacques avait rejoint un réseau de résistance dès l'automne suivant, transportant des messages entre Marseille et le maquis du Luberon. Eliane écrivait qu'elle vivait chaque soir dans la crainte de ne plus le revoir, sans jamais imaginer que cette crainte se matérialiserait 2 ans plus tard sous la forme d'une arrestation et d'un violon acheté au prix d'une complicité tue. Marie-Claire referma le carnet, les mains tremblantes, non pas d'émotions spectaculaires, mais d'un froid profond qui montait de l'intérieur. Sa grand-mère n'avait pas volé ce violon par cupidité. Elle l'avait acheté pour sauver la vie d'un homme, au prix d'une complicité avec un système qui exterminait des familles entières. Le silence de la pièce pesait davantage que n'importe quel mot. Mozart posa sa tête sur le genou de Marie-Claire sans un bruit, sans exiger d'attention. Simone, assise en face, ne dit rien non plus. Certaines vérités n'appelaient aucun commentaire. Marie-Claire resta longtemps immobile, le carnet fermé sur ses genoux. Rendre le violon signifiait exposer publiquement le péché de sa grand-mère. Le garder signifiait vivre elle-même dans le mensonge que sa grand-mère avait porté seule pendant 40 ans. Aucune des 2 options ne lui paraissait supportable. Dehors, un volet claqua dans le vent. Les cloches du village sonnèrent minuit.
Un son grave qui se répercuta longtemps entre les façades ocres. Un dimanche, pour échapper un moment au poids des documents et des questions sans réponse, Marie-Claire marcha avec Mozart jusqu'au champ de lavande qui s'étendait au pied des Alpilles, à une demi-heure du village. Les rangs violets courèrent jusqu'à l'horizon, vibrant sous le bourdonnement des abeilles, l'air chargé d'un parfum si dense qu'il semblait presque tangible. Mozart courait entre les rangées, la truffe au sol, la queue battant l'air, oubliant un instant son rôle de gardien pour redevenir simplement un chien heureux sous le soleil. Marie-Claire s'assit sur un muret de pierres sèches, regardant les collines ondulées au loin, ponctuées de cyprès sombres et de toits de tuiles romaines. Elle pensa que cette terre avait vu passer tant de saisons, tant de guerres, tant de silence, et qu'elle continuait pourtant de produire cette beauté simple, indifférente aux tragédies humaines qui se déclinaient jouer sur elle. Peut-être était-ce cela la leçon que le pays tentait de lui enseigner, que la beauté et la douleur pouvaient coexister dans le même sol, sans que l'une n'efface jamais tout à fait l'autre. Les jours suivants s'écoulèrent dans une attente tendue. Le village continuait de veiller sur la boutique, Henri montant la garde certaines nuits, le docteur Arnaud d'autres. Marie-Claire, elle, retournait chaque soir dans la cave voûtée, incapable de se résoudre à une décision, cherchant dans les objets restants un indice qui l'aiderait à choisir. C'est Mozart qui trouva la dernière pièce du puzzle. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les étuis vides, le chien se mit à gratter une lame de plancher différente, plus proche du mur du fond, exactement à l'endroit où il avait refusé d'entrer, le premier jour. Sous la lame, une boîte de fer rouillée fermée par un cadenas simple qu'Henri fit sauter en quelques minutes avec une pince coupante. À l'intérieur, une lettre, l'encre encore noire, la date récente, 2018, l'année de la mort d'Eliane. Marie-Claire reconnut l'écriture, plus tremblante que dans le journal, celle d'une femme très âgée qui savait ses forces décliner. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé le violon. Je savais que tu le ferais un jour, toi qui as les mains d'une musicienne comme moi autrefois. En 2015, après des années de recherche que je croyais vaines, j'ai retrouvé un survivant. David Goldstein, à Tel Aviv, le petit-fils de celui à qui appartenait ce violon. Je n'ai pas eu le courage de le contacter. J'ai eu peur de sa colère, peur de perdre ce qu'il me restait de dignité. Fais ce que je n'ai pas su faire. Trouve-le. Rends-lui ce qui lui appartient. Pardonne-moi si tu peux. Ta grand-mère, Eliane. Marie-Claire resta assise longtemps sur les marches de pierre, la lettre entre les mains, Mozart couché contre sa jambe. Le poids de 40 années de silence venait de lui être transmis d'un coup, comme un héritage qu'on ne peut ni refuser ni partager. Elle chercha le nom cette nuit-là sur son ordinateur, dans la cuisine de Simone. David Goldstein, luthier retraité, Tel Aviv. Un seul résultat correspondait, une adresse professionnelle liée à un ancien atelier de lutherie fermé depuis 10 ans. Elle écrivit un message court, sans détail sur le violon, demandant simplement s'il acceptait de recevoir des nouvelles concernant sa famille disparue à Strasbourg, en 1944. La réponse arriva 24 heures plus tard, en français hésitant mais clair. Il avait passé sa vie à espérer et à redouter un message comme celui-ci. Il voulait venir. Il pouvait être en Provence dans une semaine. Le même jour, Ferrand revint. Sa voiture noire se gara devant la boutique en fin d'après-midi, sous un soleil qui déclinait doucement sur les toits ocres. Il en descendit seul cette fois, sans escorte visible. 2 millions d'euros, dit-il sans préambule, une mallette posée sur le capot de sa voiture. En liquide. Personne ne saura jamais que ce violon a existé, ni ce qu'il représente. Vous effacez le péché de votre grand-mère et vous vivez tranquille. Marie-Claire regarda la mallette, puis l'homme qui la lui tendait comme une offrande empoisonnée. 2 millions d'euros auraient réglé chaque dette, chaque incertitude de son existence de musicienne précaire. Vous ne comprenez pas ce que représente ce violon. Sa voix resta calme, presque douce. Ce n'est pas un objet à vendre. C'est tout ce qui reste d'une famille entière. Sentimentalisme, répondit Ferrand avec un sourire fin. L'histoire ne rend service à personne, mademoiselle. Seul l'argent console. Alors nous ne parlons pas la même langue. Il referma la mallette avec un claquement sec, remonta dans sa voiture sans un mot de plus. Mozart le regarda partir, immobile, la queue basse,
comme s'il savait que cet homme reviendrait sous une forme ou une autre tant que le violon n'aurait pas trouvé sa place légitime. Elle décida de ne pas cacher la vérité derrière des portes closes. Le samedi suivant, jour de marché, elle demanda à Simone de réunir quelques anciens du village sur la place, sous les platanes, près de la fontaine où l'eau coulait depuis des siècles avec le même murmure tranquille. Une trentaine de personnes se rassemblèrent, curieuses, silencieuses. Marie-Claire tenait le journal de sa grand-mère contre sa poitrine. Mozart assis à ses pieds, immobile comme une sentinelle. Ma grand-mère a acheté un violon volé à un officier allemand en 1944 pour sauver mon grand-père de la Gestapo. Sa voix ne trembla pas, mais resta basse, mesurée. Ce violon appartenait à une famille juive de Strasbourg, déportée et exterminée. Éliane Deschamps a vécu 40 ans avec ce secret, cherchant sans succès à retrouver leurs descendants. Un murmure parcourut l'assemblée. Personne n'interrompit. Je pourrais garder cela caché. J'ai reçu une offre de 2 millions d'euros pour que ce silence continue. Je préfère que vous connaissiez la vérité, même si elle abîme le nom de ma famille. Un descendant de cette famille arrive la semaine prochaine. Le violon lui reviendra. Le silence qui suivit ne fut pas hostile. Une femme âgée, au premier rang, essuya ses yeux du revers de la main sans un mot. Un homme plus jeune hocha la tête, lentement, comme on acquiesce à une chose difficile mais juste. Le maire du village, présent par hasard ce matin-là, s'avança. « Votre grand-mère a payé sa dette du mieux qu'elle a pu, dans un monde qui ne lui laissait que de mauvais choix. Vous payez la vôtre avec courage. » Il lui serra la main, simplement, sans discours prolongé. Dans les jours qui suivirent, quelques habitants vinrent frapper discrètement à la porte de la boutique, non pour juger, mais pour partager leurs propres fragments de mémoire. Une vieille femme du nom de Madame Ricard raconta que son propre père avait dénoncé un voisin en 1943 et qu'elle avait vécu 60 ans avec cette honte sans jamais oser la dire tout haut. Un autre plus jeune avoua simplement qu'il n'avait jamais su que faire de la gêne qu'il ressentait devant les photographies de son grand-père en uniforme de milicien, rangées au fond d'un tiroir plutôt que jetées. Marie-Claire comprit alors que le silence de sa grand-mère n'avait rien d'exceptionnel. Chaque famille du village, chaque famille de France peut-être, portait quelque part un secret de cette guerre, plus ou moins lourd, plus ou moins avouable. Sa décision de parler n'effaçait rien, mais elle ouvrait une brèche que d'autres, timidement, commençaient à emprunter à leur tour. Le récit se répandit dans la région les jours suivants, relayé par un journal local, puis par la presse régionale. Ferrand, dont le nom fut mentionné en lien avec les tentatives d'intimidation, disparut de la circulation, ses affaires soudain scrutées par des enquêteurs discrets. Justine Moreau, elle, remit sa démission à l'ordre des notaires avant que la procédure disciplinaire ne s'ouvre contre elle. Personne au village ne la revit, mais Simone confia un jour à Marie-Claire qu'elle avait entendu dire que sa fille recevait enfin son traitement, financé par une association caritative locale. Certaines fautes ne s'effacent jamais tout à fait, mais elles n'empêchent pas non plus toute forme de rédemption partielle. David Goldstein arriva un mardi après-midi, descendant d'un taxi devant la fontaine, une petite valise à la main. Un homme maigre, la barbe grise taillée court, des yeux bruns qui portaient une tristesse ancienne, presque apaisée par le temps. Marie-Claire l'attendait, Mozart assis à côté d'elle. Le chien, contre toute attente, s'avança le premier vers l'homme, remuant la queue avec une douceur inhabituelle, comme s'il reconnaissait quelque chose que les humains ne pouvaient apercevoir. David s'accroupit pour caresser la tête de l'animal, un sourire fatigué mais réel sur le visage. « Votre chien a bon goût. Il a toujours su avant nous. » Ils entrèrent ensemble dans la boutique. David s'arrêta longtemps devant l'étui noir, sans l'ouvrir tout de suite, sa main posée à plat sur le cuir usé, comme on pose la main sur une tombe. Mon grand-père jouait ce violon chaque vendredi soir, avant le sabbat. Sa voix restait posée, mais quelque chose en dessous vacillait. Ma grand-mère racontait qu'on l'entendait depuis la rue, même les fenêtres fermées. Il ouvrit l'étui. Le violon reposait là, simple, sans ornement, exactement comme Éliane l'avait décrit 70 ans plus tôt. David le souleva avec des gestes d'une lenteur presque rituelle, l'examina sous la lumière de la vitrine. « C'est bien, lui !» Marie-Claire lui tendit le journal de sa grand-mère.
sans un mot. David le lut ce soir-là, seul dans la chambre d'amis que Simone lui avait préparée au-dessus de la boulangerie. Le lendemain matin, il descendit les yeux rougis, mais le pas assuré. « Votre grand-mère n'était pas mon ennemi. » Il posa la main sur l'épaule de Marie-Claire, un geste bref, sincère. Elle a fait un choix impossible dans un monde qui ne proposait que des choix impossibles. Je ne peux pas lui pardonner à sa place, mais je peux cesser de porter cette colère que je n'ai même pas construite moi-même. C'est déjà beaucoup. Les jours suivants, David resta au village, refusant poliment de repartir tout de suite. Il passait ses matinées à marcher dans les ruelles avec Marie-Claire et Mozart, s'arrêtant souvent sans raison apparente devant une façade, une porte cochère, comme s'il cherchait à s'imprégner d'un lieu que sa famille n'avait jamais connu mais qui avait façonné son destin malgré tout. « Mon grand-père réparait des violons dans un atelier à Strasbourg, dit-il un matin, assis sur le bord de la fontaine, Mozart couché à ses pieds. Moi, il en avait fabriqué certains lui-même. Celui-là, le Stradivarius, appartenait à sa mère avant lui. 4 générations de musiciens effacés en une nuit. Comment avez-vous survécu si toute la famille a été déportée? Mon père avait 12 ans en 1944. Des voisins l'ont caché dans une ferme près de Colmar jusqu'à la Libération. Il regarda l'eau couler dans le bassin de pierre. Il n'a jamais voulu retourner à Strasbourg. Trop de fantômes. Il a émigré en Israël en 1949, s'est reconstruit une vie, a refusé de parler du passé jusqu'à sa mort. J'ai grandi dans le silence, moi aussi, à ma façon. Marie-Claire pensa au journal de sa grand-mère, à ce même silence qui avait traversé les générations dans les 2 familles, comme 2 rivières souterraines qui finissaient, 80 ans plus tard, par se rejoindre sur cette place. Peut-être que nos 2 familles portèrent la même blessure, chacune de son côté, dit-elle, sans jamais savoir que l'autre existait. David hocha la tête lentement. L'histoire fait parfois des boucles étranges. Il caressa la tête de Mozart, qui soupira d'aise sans ouvrir les yeux. Ce chien continue de me suivre partout. Vous avez remarqué? Il fait toujours ça, avec les gens qui comptent. Un après-midi, David demanda à visiter la cave voûtée où le violon avait dormi pendant 8 décennies. Il resta longtemps immobile devant les étagères vides. À présent, les autres instruments ayant été redistribués ou vendus au profit d'une association d'aide aux enfants du village. Un lieu qui a gardé un secret aussi longtemps mérite de servir enfin à quelque chose de vivant, dit-il, la voix un peu enrouée. Ma grand-mère aurait aimé savoir que des enfants apprendraient de la musique ici, plutôt que d'y voir dormir des objets oubliés. Marie-Claire regarda la voûte de pierre, imaginant déjà les pupitres, les chaises, les premières gammes hésitantes qui résonneraient bientôt entre ces murs qui n'avaient trop connu pendant si longtemps que le silence et la poussière. Le village organisa une soirée dans la cour de l'ancien couvent, sous les mûriers, pour marquer le retour du violon à son véritable héritier. Des lampions furent accrochés entre les branches, des tables dressées avec les nappes que Simone gardait pour les grandes occasions. Personne n'avait rien demandé d'officiel. Les choses s'étaient organisées d'elles-mêmes, comme se forment les habitudes anciennes d'une communauté qui sait encore se rassembler. David accepta de jouer à la tombée du jour, quand la lumière prenait cette teinte dorée particulière au soir de Provence. Il choisit le Kaddish, la prière des morts, dans une transcription pour violon seul que son grand-père avait lui-même composée avant la guerre. Les conversations s'éteignirent une à une, jusqu'à ce que seul demeure le bruissement léger des feuilles de mûrier dans la brise du soir. David ferma les yeux un instant avant de poser l'archet sur les cordes. Les premières notes s'élevèrent, graves, presque hésitantes, comme une voix qui retrouve l'usage après un long silence. Puis la mélodie se déploya, montant vers les branches des mûriers, portée par un instrument qui n'avait pas résonné depuis 80 ans dans les mains de la bonne famille. Le son du Stradivarius portait une chaleur particulière, un grain plus profond que les violons ordinaires, comme si le bois lui-même se souvenait de chaque main qu'il avait tenue. Un enfant, quelque part dans l'assemblée, se mit à pleurer doucement sans comprendre pourquoi, et sa mère le berça contre elle sans le faire taire. Les lampions se balançaient légèrement au-dessus des têtes, projetant des ombres mouvantes sur les visages tournés vers David. Marie-Claire, assise au premier rang à côté de Simone, sentit ses yeux se remplir sans pouvoir les détourner. Elle ne pleura pas. Elle laissa simplement la musique traverser ce qu'aucun mot n'aurait pu exprimer, ni le sien, ni celui de sa grand-mère.
Le silence qui suivit la dernière note dura longtemps, personne n'osant applaudir tout de suite, comme on hésite à briser un instant qu'on sait irremplaçable. Puis quelqu'un applaudit, doucement d'abord, puis tout le village suivit, un tonnerre discret sous les mûriers. David rangea le violon avec les mêmes gestes lents que la veille. Il devrait continuer à jouer? Il regarda Marie-Claire. Un violon qui dort dans une vitrine n'honore personne. Je vais le confier à une fondation, pour qu'un jeune musicien puisse encore le faire chanter. Mais je voudrais que vous jouiez dessus, une fois avant qu'il ne reparte. Elle accepta, les mains soudain moites malgré des années de scène. Elle joua un mouvement lent de Bach, simple, sans artifice, la première pièce que sa mère lui avait apprise avant l'accident qui l'avait rendue orpheline. Le violon des Goldstein sonnait différemment sous ses doigts. Une résonance plus ancienne, plus grave, comme s'il portait dans son bois même la mémoire de tout ce qu'il avait traversé. Les semaines suivantes transformèrent lentement la rue du Parage. Marie-Claire vida la boutique des instruments sans valeur, restaura ce qui pouvait l'être, et convertit le rez-de-chaussée en salle de cours. Le vieux comptoir du prêteur sur gage disparut, remplacé par des chaises et des pupitres. La cave voûtée, elle, devint une salle de répétition, son acoustique naturelle idéale pour le son du violon et du violoncelle. Elle écrivit à l'Orchestre de Provence pour donner sa démission officielle. Bernard Laurin lui répondit par une lettre brève, presque étonnée, lui souhaitant bonne chance. Elle apprit, par une indiscrétion de Véronique elle-même, transmise par un ancien collègue, que la première violon avait fini par avouer, des mois plus tard, l'histoire de la colophane trafiquée, rongée par une culpabilité qu'elle ne pouvait plus porter seule. Marie-Claire ne chercha pas de vengeance. Cette histoire-là appartenait à une autre vie, celle d'avant, celle où elle jouait seule contre le monde plutôt qu'avec lui. Les premiers élèves arrivèrent à l'automne. Des enfants du village, timides, curieux, certains sans grands moyens, que Simone et le docteur Arnaud recrutaient discrètement au fil de leur conversation sur la place. Marie-Claire leur enseignait ce que personne ne lui avait vraiment enseigné à elle-même dans son enfance solitaire, que la musique se partage, qu'elle ne se pratique pas dans l'isolement d'un studio vide, mais dans la présence des autres. Mozart, désormais plus âgé mais toujours aussi attentif, passait ses journées couché près de la porte de la salle de cours, surveillant chaque nouvel élève avec la même vigilance tranquille qu'il avait montrée devant chaque secret de la maison. Les enfants l'adoraient. Il ne grondait plus jamais, sauf une fois, quand un visiteur inconnu s'attarda trop longtemps devant la vitrine. Un homme en costume que personne ne revit par la suite. Une nuit, pendant l'hiver qui suivit, Marie-Claire descendit vers minuit pour proposer un café à Henri, qui montait la garde ce soir-là, assis sur un tabouret pliant devant la vitrine, une lampe torche posée sur ses genoux. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça chaque semaine, » lui dit-elle en lui tendant une tasse fumante. Il haussa les épaules, le geste simple d'un homme qui ne cherchait pas de remerciement. « Mon grand-père a caché des armes pour le maquis, dans sa forge, pendant la guerre. Personne ne l'a jamais su, sauf ma grand-mère. Il disait qu'un village qui ne se protège pas lui-même ne mérite pas qu'on l'appelle un village. » Il but une gorgée, regarda la rue déserte. « Ce que vous faites ici avec les enfants, ça vaut bien quelques nuits de sommeil perdu. » Ils restèrent assis côte à côte un moment, sans parler, le silence de la nuit provençale ponctué par le cri lointain d'une chouette et le bruissement du vent dans les platanes. Mozart, couché entre eux deux, ouvrait parfois un œil avant de se rendormir, rassuré par cette présence partagée. Un an après son arrivée à Saint-Rémy de Provence, Marie-Claire reçut une carte postale de Tel Aviv. David y écrivait que le violon des Goldstein avait trouvé sa nouvelle gardienne, une jeune prodige de 14 ans issue d'un quartier modeste, et qu'il l'entendait parfois, le soir, jouer par la fenêtre ouverte de son immeuble. Il ajoutait en post-scriptum qu'il espérait revenir un jour en Provence, ne serait-ce que pour revoir ce chien qui avait su, avant tout le monde, où se cachait la vérité. Marie-Claire rangea la carte dans le tiroir de son bureau, entre le journal de sa grand-mère et la lettre trouvée sous le plancher. Elle referma le tiroir, prit son violon et descendit à la cave où 7 enfants l'attendaient déjà, archés en main, impatients d'apprendre. Le premier concert de ses élèves eut lieu 1 an, jour pour jour, après son arrivée à Saint-Rémy. La cour de l'ancien couvent se remplit à nouveau, les mêmes lampions accrochés aux mêmes branches de mûrier, comme si le village avait trouvé dans ce rituel une façon de refermer une blessure ancienne, par un geste répété chaque année. 7 enfants jouèrent avec plus d'application que de talent
une pièce simple de Boccherini qu'elle leur avait enseignée patiemment tout l'hiver. Les parents applaudirent avec une fierté disproportionnée par rapport aux quelques fausses notes. Simone, assise au premier rang, pleura sans retenue. La première fois que Marie-Claire la voyait céder ainsi. Bernard Laurin envoya cette semaine-là une lettre inattendue. L'Orchestre de Provence organisait un concert de bienfaisance pour les écoles de musique rurale de la région, et il lui proposait d'y participer, non comme soliste vedette, mais comme intervenante auprès des jeunes élèves des différentes écoles conviées. Elle accepta, surprise de ne ressentir ni rancune ni nostalgie particulière pour cette vie qu'elle avait quittée sans regret. Henri installa ce printemps-là une plaque de cuivre discrète à côté de la porte de la boutique, gravée d'un seul mot, atelier. Rien d'autre. Le nom Deschamps demeurait sur les vieux registres du village, mais plus personne n'associait ce nom au silence ou à la honte. Il devenait peu à peu celui d'un lieu où des enfants apprenaient à faire chanter le bois et les cordes. La grille de fer forgée qui protégeait autrefois la vitrine du prêteur sur gage fut repeinte d'un vert tendre, et des pots de géranium vinrent fleurir le rebord de pierre, remplaçant l'ancienne austérité par quelque chose de plus vivant. Mozart vieillissait doucement, le museau plus gris chaque saison, les promenades plus courtes qu'auparavant. Il continuait pourtant de s'installer chaque après-midi près de la porte de la salle de cours, veillant sur les nouveaux élèves avec la même patience tranquille qu'il avait montrée devant chaque secret de cette maison. Le docteur Arnaud, en l'examinant un jour de visite de routine, avait souri en disant qu'un chien pareil méritait bien de vieillir entouré de musique plutôt que de silence. Un soir d'automne, alors que la lumière déclinait sur les toits ocres et que les cigales se taisaient enfin pour laisser place aux grillons, Marie-Claire s'assit seule un moment sur les marches de pierre de la cave, son violon posé sur les genoux. Elle pensa à sa grand-mère, à cette femme froide qui n'était peut-être froide que par la force nécessaire pour porter seule un secret pendant 40 ans. Elle pensa à ses parents, dont elle gardait si peu de souvenirs précis. Elle pensa à David, quelque part à Tel Aviv, veillant sur une jeune prodige et sur un violon qui chantait de nouveau. Elle leva son archet et joua, seule dans la pénombre voûtée, une mélodie simple qu'elle inventait au fil des notes, sans partition, sans public, pour elle seule et pour la mémoire de tous ceux que cette maison avait vu passer. Mozart, couché près d'elle, poussa un long soupir satisfait et ferma les yeux. Dehors, sur la place, la fontaine continuait de couler comme elle le faisait depuis des siècles, indifférente aux secrets que les hommes enterrent et que le temps, parfois, consent à rendre.